Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau d'A-News Workwell, votre média d'information sur les nouveaux modes et lieux de travail. Aujourd'hui, dans cette émission Droit devant, je suis très heureux d'accueillir Maître Héloïse Hérault, avocat en droit social, associée au sein du cabinet Ezeis Avocats. Héloïse, bonjour. Bonjour Lionel. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, toujours un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Dans ce numéro, on va faire un point sur un phénomène qui inquiète les DRH. C'est le phénomène du quiet quitting, c'est la démission silencieuse. Alors tu nous expliqueras de quoi il s'agit et quels conseils l'avocat en droit social que tu es pourrait prodiguer. On abordera également le sujet de la revalorisation des frais de transport et j'aimerais que l'on fasse également un point de rappel sur les obligations de l'employeur en matière de handicap. Alors on démarre tout de suite avec ce phénomène donc de quiet quitting qu'on pourrait traduire donc par démission silencieuse. Alors, on a beaucoup entendu parler aux États-Unis ces derniers temps de la Great Resignation ou du Big Quit. Donc, c'est la grande, comment on peut traduire ça, démission, en vérité, qui a vu plus de 42 millions d'Américains quitter leur emploi en 2021. Et d'ailleurs, les chiffres continuent à battre des records puisque rien qu'en mars de cette année, plus de 4 millions d'Américains ont encore quitté leur emploi. Donc, c'est vraiment massif. En France, on est quand même largement en deçà, mais quand même, la DARES nous a dit qu'il y avait 470 000 personnes qui avaient quitté leur CDI au premier trimestre de cette année, 20% de plus qu'à la même période en 2019. Alors, en plus de ces démissions formelles, maintenant, donc, il y a ce phénomène de démission silencieuse ou quiet quitting. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que ce nouveau terme, un peu à la mode, on le retrouve quand même beaucoup. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on veut dire derrière ce terme de quiet quitting ? Alors, effectivement, c'est à distinguer de la grande démission. La grande démission, ça a été un effet très conjoncturel, puisqu'on le chiffre sur un premier trimestre en disant qu'il y a à peu près 500 000 Français qui ont quitté leur poste au premier trimestre de l'année 2022. Et une fois ce départ un petit peu effectué, on a les restants, on les appelle les restants, les salariés qui, eux, n'ont pas souhaité changer de vie, démissionner, changer de secteur géographique, et qui restent à leur poste, mais qui ne souhaitent plus, en fait, vivre pour travailler, mais qui souhaitent travailler pour vivre. Ah, c'est une belle philosophie, ça. C'est une nouvelle philosophie à laquelle on peut vite adhérer. On l'appelle un peu la génération Z, c'est la nouvelle génération qui arrive. L'idée, c'est de dire... je fais uniquement ce qui est dans ma fiche de poste, ni plus ni moins. Attention, on n'est pas sur des tirs au flanc, sur des contestataires, on est sur une recherche de quête de sens chez les jeunes qui dit, voilà, moi je suis embauché pour un travail et je ne veux plus faire d'heures supplémentaires, payées ou non. Je ne veux plus faire de tâches qui sortent de mes fiches de poste. Et donc, je veux faire le minimum tout en étant, du coup, intouchable puisqu'il n'y a pas de faute au niveau du contrat de travail. Et c'est un véritable phénomène de mode qui est arrivé en France et qui nous vient évidemment des États-Unis. Oui. Alors, comment tu expliques vraiment cette recherche accrue de sens, justement ? Alors, cette recherche accrue de sens, elle vient de la crise, mais elle est vraiment structurelle. C'est-à-dire que ça fait quand même un moment que les salariés sont en demande de flexibilité et que les entreprises sont également en demande de flexibilité, mais pas de la même flexibilité. Et donc, on a une rupture d'équilibre qui est notamment sur l'équilibre vie privée, vie familiale, où, en fait, avec le télétravail, avec la crise, on a vu qu'on pouvait travailler autrement et on a vu qu'on ne pouvait pas que travailler. Et donc, les jeunes, aujourd'hui, sont dans cette recherche, en fait, d'équilibre. Et les employeurs sont obligés de s'adapter et vont être obligés de s'adapter puisque leur flexibilité à eux n'est plus voulue par les jeunes. Surtout dans un marché qui donne un petit avantage en ce moment, pas surtout évidemment les postes, mais quand même donne un petit avantage aux candidats, aux demandeurs. Exactement, oui. Face à ce phénomène, qu'est-ce que doivent faire les entreprises, selon toi ? Alors, en réalité, il faut redistribuer les cartes. Voilà, parce qu'à une époque, c'était le salaire qui comptaient uniquement dans le cadre des recrutements. Et donc, on a tiré, en fait, on valorisait le poste par le salaire. Aujourd'hui, c'est terminé. Et donc, il faut s'interroger sur les méthodes de management qui ne sont peut-être pas adaptées. Il faut s'interroger sur les fiches de poste qui ne sont peut-être pas trop encadrées et les entretiens annuels d'évaluation. Bref, il faut
faut redistribuer un petit peu et revaloriser le travail en comparaison avec ce qu'on faisait avant. Oui. Donc tu parlais de management, tu parlais de flexibilité, hein, il y a plus de flexibilité. Plus de flexibilité et des packages, on va y revenir, mais des packages de recrutement qui sont donc plus dans une culture d'entreprise et il faut intégrer le salarié davantage à cette culture d'entreprise. Ouais. Alors tu me disais aussi qu'il faut plus d'interaction. Oui, il faut plus d'interaction. Mais parce que la nouvelle génération, puisqu'elle sort le salaire de son unique levier de négociation, elle veut appartenir à quelque chose, elle veut appartenir à un mouvement. Il y a une quête de sens, voilà, c'est vraiment le mot de ce quiet quitting. Et cette quête de sens-là, si on continue à dire tu fais tes tâches, je te paye et si tu n'es pas content c'est dehors, ça ne marche plus. Donc il faut effectivement interagir avec les employés et créer des mouvements d'entreprise. Alors je pense aux séminaires, je pense aussi à la valorisation, aux trophées, etc., on en parlait, pour donner un petit peu de challenge à la nouvelle génération qui a perdu en fait l'intérêt du travail. Bien compris. Alors justement, dans ce contexte qu'on a décrit, de marché du travail un peu plus tendu, on voit se développer les packs télétravail. Hein. Il y a beaucoup de DRH qui disent, l'une des premières questions qu'on me pose, c'est quoi le pack télétravail que vous me proposez? Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce pack de télétravail de plus en plus étoffé? Il y a des budgets pour s'installer chez soi et pour se meubler, il y a des tickets resto, il y a des budgets déplacement. Désormais, pour aller jusqu'à... On va y revenir d'ailleurs dans une deuxième partie. Il y a même des budgets coworking, si on veut pouvoir aller aussi dans un espace de coworking plutôt que d'aller sur site. Est-ce que c'est une tendance que tu constates et jusqu'où est-ce qu'il faut aller ? Alors, c'est une réelle tendance. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, là où on dit le salaire n'est plus la variable d'ajustement, le télétravail, il devient même maintenant la norme dans le package de recrutement. Ouais. Pour attirer les salariés, les entreprises aujourd'hui mettent dans leur annonce une partie en télétravail ou la totalité. Donc, c'est extrêmement intéressant comme mouvement parce que c'est un mode d'organisation qui implique beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, c'est plus l'exception. Et jusqu'où il faut aller, il faut encadrer. Voilà, il faut encadrer, il faut faire des accords d'entreprise. Il faut absolument mettre sur papier les conditions du télétravail pour qu'il n'y ait ni de mauvaises surprises d'un côté ou de l'autre, ni de mauvaises situations qui pourraient conduire à des responsabilités, on en a déjà parlé, civiles ou pénales. Et oui. Quand je vois la réglementation qui s'applique au poste de travail dans un bâtiment, et que je vois qu'il ne se passe quasiment rien, où il n'y a rien qui encadre aujourd'hui le télétravail chez soi, en matière d'ergonomie, de santé, sécurité, etc. Je me dis qu'il y a quand même une grosse incohérence. Est-ce qu'il y a du nouveau sur ce front-là ? Alors non, la réponse reste encore la même. Okay. Il n'y a pas de nouveau. C'est regrettable, mais c'est en train de changer. Après, le travail dans une entreprise, il date d'il y a tellement d'années qu'on a eu le temps de le codifier et d'encadrer de règles. Aujourd'hui, clairement, le télétravail à la maison, il est encore assez flou en termes de réglementation et le gouvernement laisse la place aux entreprises et aux branches pour s'en charger. Et donc, ça met forcément du temps parce qu'en fonction des secteurs d'activité, la demande est plus ou moins forte. D'accord. On va suivre quand même ces évolutions parce qu'elles ne vont pas être neutres pour l'employeur et puis possiblement pour le développement du télétravail. Du nouveau, il y en a avec la revalorisation des frais de transport des salariés dans la jungle des aides et des différentes primes. Alors tout d'abord, il faut rappeler quelles sont les dispositions, peut-être rapidement, Héloïse. Alors, le principe, c'est toujours la liberté fondamentale de pouvoir choisir son domicile. Donc, le Code du travail a fait les choses intelligemment en disant, puisqu'il y a un trajet, parce que tous les salariés ne sont pas contraints à habiter en bas de l'entreprise, entre la résidence principale et le lieu de travail, on va aider les salariés et donc on va contraindre, parce que là, c'est une obligation, les entreprises à prendre 50% du trajet des salariés pour revaloriser en fait ce déplacement. 50% du trajet, alors nous évidemment en Ile-de-France on pense tout de suite au pass Navigo, mais ça peut être les cartes d'abonnement et donc c'est en seconde classe de ce trajet. C'est surtout des abonnements, c'est ça ? C'est surtout des abonnements. Transport public ? Transport public obligatoire, parce que, enfin obligatoire, en tout cas pour cette prise en charge, ça concerne le transport public. Et cette prise en charge à hauteur de 50% du coût du billet du salarié, elle est exonérée de CSG, CRDS et de cotisations sociales. Et c'est là que c'est intéressant pour l'employeur. D'accord. Ça peut concerner tout type de transport, c'est-à-dire train,
vélo? Oui, alors c'est pour ça que je vous disais, Avion alors avion, ça pourrait. Hein, Ouais. bon, après, il faut quand même avoir une situation extrêmement particulière pour prendre l'avion et venir au travail tous les matins, Lionel, mais pourquoi pas? Oui, mais bon... Mais on ne peut pas l'exclure. oui, oui, C'est absolument. vraiment, en fait, à partir du moment où c'est le trajet habituel entre le lieu de résidence et le lieu de travail, ça peut être tout type de transport à partir du moment où c'est un transport public. Bien compris. Et c'est sous forme d'abonnement. Il y a une revalorisation qui a été votée sur cette prime transport. Alors, sur quoi est-ce qu'elle porte? Alors, la revalorisation, elle porte sur le seuil d'exonération des cotisations sociales de la CSG-CRDS. Et donc, on peut aller jusqu'à 75% de prise en charge du prix de l'abonnement. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe pour les trajets individuels des collaborateurs? Voilà, s'ils ne prennent pas forcément ou ils ne peuvent pas prendre des transports en commun. Alors, c'est là où justement on sort du transport public, on va vraiment sur le trajet individuel. La loi, cette fois-ci, il n'y a pas d'obligation pour l'employeur. D'accord. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas s'en charger, parce que souvent, c'est d'ailleurs dans les packages de recrutement un petit indice pour aider les salariés. Oui. Et donc, on va permettre à l'employeur, par un accord d'entreprise ou une décision unilatérale, de pouvoir cadrer tout ça via soit la prime de transport, qui va concerner la prise en charge du carburant ou la prise en charge de l'électricité pour les véhicules qui sont pas à essence. Ouais. Et là, c'est libre. C'est déterminé comment, cette prise en charge? Alors, cette prise en charge, elle va être à hauteur... Alors, aujourd'hui, c'est 200 €. D'accord. Et on va évoluer vers 400 € pour 2022 et 2023. D'accord, il y a une revalorisation. Donc, il y a une revalorisation. Ou alors, on a les frais d'indemnité kilométrique qui sont intéressants aussi. Ah oui. Le salarié qui prend son véhicule, selon un barème, on va pouvoir prendre en charge une partie de son déplacement sur les frais kilométriques. Alors, est-ce qu'il y a une différence selon le type de véhicule? C'est-à-dire, est-ce que l'aide est différente si c'est une voiture thermique ou une voiture électrique, par exemple? Est-ce que l'aide est identique partout en France? Il me semble qu'elle est différente dans les départements d'outre-mer. Oui, alors dans les départements d'outre-mer, enfin les territoires, les prises en charge sont beaucoup plus importantes. Ça peut aller jusqu'à 700 ou 900 € en Guadeloupe, Martinique. Donc voilà. Le véhicule en lui-même va avoir une importance quand même dans les barèmes, mais voilà, qu'on ait une Ford ou une Citroën, ça n'a pas d'importance. Oui. Et alors, ce qui est intéressant aussi sur ces types de remboursement, c'est que avant, vous ne pouviez pas cumuler la prise en charge des frais de transport public et de cette prime de transport. Aujourd'hui, jusqu'à 2023, on peut dorénavant la cumuler. D'accord. Donc ça, c'est quand même intéressant. Okay. Et cette prime de transport, elle était soumise à plusieurs conditions, et je pense notamment à une qui est intéressante, qui était de dire l'employeur ne pouvait verser cette prime de transport aux salariés que s'il n'était pas dans une zone desservie par les transports, puisque forcément, il y avait donc d'autres moyens. Aujourd'hui, cette condition, jusqu'à 2023, est également supprimée. Et donc, ça permet, dans des limites d'exonération bien sûr, mais ça permet de jouer avec des primes qui peuvent venir dans le package de salaire, agrémenter un petit peu l'utile à l'agréable. Compris. Alors, pour être complet et précis, la prime passe de 200 à 400 € pour le carburant et elle passe donc de 500 à 700 € pour les frais d'alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène. Il fallait être précis sur ce point aussi. Alors, il y a du nouveau aussi du côté du forfait. On reste toujours dans la mobilité. Le forfait mobilité durable. Voilà, on vient de parler de deux aides possibles, accompagnement, l'une obligatoire et l'autre optionnelle. Et là, on passe à un troisième dispositif qui est le forfait mobilité durable. Alors, c'est quoi ce forfait mobilité durable? Alors, ce forfait, on passe sur d'autres moyens de déplacement, puisqu'on est sur le vélo. On est sur le covoiturage et on est plus généralement sur toute forme de déplacement à mobilité partagée. D'accord. Il existe depuis le 10 mai 2020. Et on a également une prise en charge à hauteur de 500 € annuels. Il est intéressant parce que ce sont quand même des modes de transport qui se développent énormément. Alors, je pense en Ile-de-France, forcément, on y est, mais le vélo, c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus utilisé. Et donc, il ne faut pas oublier de demander et de proposer à l'employeur de bénéficier de cette prime. Et alors, quel est le montant du coup de ce forfait mobilité durable? Alors, aujourd'hui, 500 €, mais il a été revalorisé à 700 € jusqu'en 2023. D'accord. Il a lui aussi été revalorisé. Et est-ce qu'il y a une différence entre Paris, là encore, et les territoires
Toujours. Les collectivités d'outre-mer, voilà. Toujours, oui, on passe à 900 € dans les collectivités. D'accord. Et ok. voilà, ce sont des différences qui sont faites de par la loi. Ok. Dernier dispositif qu'on voulait relever, c'est la mise à disposition, le fait que la mise à disposition d'une flotte de vélos peut donner droit à une réduction d'impôt pour l'entreprise. Alors tout à fait, on va avoir une réduction sur l'impôt des sociétés. D'accord. Qui va bien sûr être encadrée puisqu'elle ne peut pas aller au-delà de 25% des frais engagés soit pour l'entretien de la flotte, soit pour l'achat de la flotte. Mais c'est intéressant puisque ça vient toucher l'impôt sur les sociétés, donc nécessairement les employeurs vont s'y intéresser. 25% des frais engagés pour l'achat ou l'entretien de la flotte. Donc de vélos électriques. Tout à fait. Ou ça peut être un parc de voitures hybrides partagées. Vélo et vélo électrique. Ok. Voilà pour le point réglementaire. Donc, concernant la mobilité, c'est vrai qu'avec le travail hybride qui se développe et les prix d'énergie qui restent très élevés, c'est important de faire ce point. Alors, autre point que je voulais aborder, ce qu'on appelle l'OETH, l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Alors, il y a eu une réforme en 2020 avec des mesures transitoires jusqu'en 2024 sur certains points. Est-ce que, Héloïse, tu peux nous faire un bref rappel ? Alors, effectivement, l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, elle est assez connue des employeurs, puisque l'idée, c'est de dire, de base, on va faire une politique d'emploi inclusive, et donc on va vraiment inciter en fait, les employeurs à recruter 6% de leur effectif par des travailleurs handicapés. Ouais. À défaut, il y a une contribution qui n'est pas une sanction, mais qui est une contribution pour revaloriser ce secteur. Okay. Aujourd'hui, ces 6% d'effectifs, ils concernaient, en fait, on le calculait au niveau des établissements, pour les entreprises de plus de 20 salariés. Ouais. Et aujourd'hui, on a remonté cette notion vers l'entreprise, de sorte à ce qu'on apprécie, en fait, les 6% au niveau de l'entreprise totale, ce qui fait tomber, en fait, la notion d'établissement et donc la notion aussi de seuil, puisqu'on était initialement sur une obligation qui concernait les entreprises de plus de 20 salariés. Aujourd'hui, ça concerne toutes les entreprises et ça a donc du sens puisque ces 6%-là ne sont pas non plus exponentiels. Oui, ça signifie qu'en fait, une entreprise qui jusqu'à présent, ces différents établissements avaient moins de 20 salariés, n'étaient pas concernés. Tout à fait. Là, du coup, on ajoute le nombre de salariés de tous ces établissements et tout le monde devient concerné. Tout le monde devient concerné et tout le monde est soumis au même régime de calcul des 6%. Ok. Alors, concernant le recours à la sous-traitance auprès des secteurs protégés et adaptés, il y a aussi eu une évolution dans les modalités de calcul. Fini les unités bénéficiaires, on le rappelle, mais on va peut-être rappeler les modalités de calcul. Alors aujourd'hui, une entreprise qui fait appel à des sous-traitants qui sont sous forme d'entreprises adaptées, des AT, ils vont pouvoir en fait bénéficier d'une déduction de leur contribution à hauteur de 30% du coût de la main-d'œuvre hors taxe. Oui. C'est une mesure intéressante puisque, une fois encore, on est sur une politique inclusive et donc l'idée c'est d'élargir un petit peu les possibilités de ce recrutement de statut handicapé. Sachant que la totalité de ces droits qui sont acquis via la sous-traitance ne peuvent pas dépasser un certain seuil de la contribution annuelle que l'entreprise doit payer. Alors, en fait, le montant de la déduction tient compte du taux d'emploi. Et donc, on pourra déduire jusqu'à 50% si le taux d'emploi est inférieur à 3%. Et on pourra déduire jusqu'à 75% si le taux d'emploi est supérieur à 3%. Voilà. Parfait. Là, c'est clair. On aura tout dit. Merci beaucoup, Héloïse, pour cet échange et ce partage d'expertise de réflexion. Sur ces points d'actualité juridique, c'était un plaisir, comme toujours. Merci, Lionel. À bientôt. À bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de notre émission Droit devant. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.